Bonjour et bienvenue à nouveau pour une nouvelle émission des Chroniques du futur saison 2. Aujourd'hui, on va parler d'une émission dont la thématique est le cerveau et le cosmos. Est-ce que l'univers est-il un immense cerveau conscient? Voilà. Ça va être le débat, l'émission, la réflexion d'aujourd'hui. Avec des voies différentes d'approche, très différentes même, puisqu'on va parler aussi bien des progrès des neurosciences, on va parler d'astronomie, d'astrophysique, on va parler de chamanisme, on va parler d'ethnologie, et on va voir encore que la convergence de tous ces domaines qui paraissent complètement opposés convergent vers une vision qui est, on va dire, globale, mais au-delà du global, qui est intelligible et qui peut nous apporter de nombreuses réponses aussi sur la condition de ce que nous sommes nous en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, et aussi en lien avec notre conscience et cette survie de la conscience possible. Enfin, on verra ça dans le développement de cette émission. Alors vous pourrez me dire, ok, il y a effectivement quelques points de ressemblance entre le cerveau et l'univers, mais quoi au final? Bien, déjà c'est structurel, on le verra au cours du développement du fil de ma pensée et de ma réflexion. C'est structurel, mais c'est aussi une question d'approche. C'est-à-dire quels moyens on a d'investigation, quels outils on utilise pour pouvoir appréhender ce lien entre l'univers et le cerveau. Alors on a dit, il y a les sciences cognitives, il y a l'astrophysique, il y a la physique, et il y a l'ethnologie, nous apporte des éléments très intéressants. Le savoir des peuples racines va nous donner des éléments qui sont absolument fondamentaux pour pouvoir justement développer cette question en profondeur. Il faut savoir que longtemps, on ne savait pas ce qui générait la conscience, qui était censé générer la pensée plutôt, on va dire. Et l'histoire du cerveau s'est construite en fait par le biais de l'observation. Alors, vraisemblablement, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient tout de même compris le lien entre cette matière cérébrale contenue à l'intérieur des crânes et possiblement un lien avec la conscience. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé historiquement depuis très longtemps des cultes voués au crâne, des cultes des crânes, et aussi un culte de la tête. C'est-à-dire que bien souvent nos ancêtres au néolithique, et aussi ensuite à des âges un peu plus avancés, ont toujours attribué un rôle très important à la tête, et d'ailleurs il y a ces rituels de chasse, ce qu'on appelle la chasse aux têtes en Nouvelle-Guinée, où on allait couper la tête de l'ennemi, et il y a eu souvent eu aussi des phénomènes de cannibalisme où on mangeait en gros la cervelle pour récupérer véritablement le pouvoir, la conscience, même, voire même l'âme de la personne qui avait été l'ennemi chassé en fait. Voilà. Donc il y a toujours eu ce lien quand même étroit entre la pensée et le cerveau. Il va falloir attendre bien sûr des siècles et des siècles pour pouvoir avoir une idée précise de la physiologie du cerveau et de son rôle dans la cognition. On sait qu'on commence à disséquer des corps pas avant la Renaissance, avant c'est complètement interdit, c'est puni par l'Église, d'hérésie et bien sûr puni par l'Inquisition. Donc on va dire que à la Renaissance, il commence à avoir des premières dissections de corps, mais ça se fait de façon quasiment illégale et d'une façon qui n'est pas très propre non plus, puisqu'il y a eu même eu des vols de corps pour pouvoir récupérer ces corps et pouvoir les disséquer et observer. Donc la médecine, l'anatomie, on va dire, s'est construite sur quelque chose d'assez sombre au final, puisque les dogmes idéologiques de l'époque ne permettaient pas ce type d'investigation. Alors on va dire que dans cette construction d'elle-même, cette science occidentale qui va commencer, on va dire, à s'établir à partir du XVIIe siècle pour ce qui est de l'anatomie, va nous donner des informations, on va dire, extérieures en fait à la conscience ou au fonctionnement cognitif, parce que la seule façon de comprendre le cerveau, c'est d'en percevoir la matière extérieure, la matière physique, c'est-à-dire d'avoir des cerveaux qu'on va mettre dans du formol, qu'on va essayer d'observer au microscope au fur et à mesure du temps, de mieux comprendre, de faire la découverte des neurones, de découvrir comment ces neurones sont câblés, comment ils échangent de l'information, électrochimique, et plus on va avancer dans cette observation avec des moyens toujours plus
techniques performants pour pouvoir voir comment fonctionne effectivement ce cerveau, on va aller vers des découvertes et des imageries nouvelles. C'est-à-dire que on passe en fait d'un cerveau qu'un chasseur-cueilleur peut récupérer effectivement sur un animal, ou ensuite sur des dissections, on va dire à partir du XVIIe siècle, et puis on va aller jusqu'à des machines élaborées par la physique, des machines comme l'IRM fonctionnel, l'IRM de diffusion, qui vont nous donner des images, on va dire, vivantes du cerveau en activité. Vous connaissez tous le principe, enfin pas forcément le principe, mais vous connaissez tous, vous avez tous vu ces images d'IRM où on voit ces connexions d'air cérébral, tous ces ensembles corticaux, enfin tout ce qui est assez fabuleux d'ailleurs à observer. Hein. On a réussi à avoir une imagerie en fait non invasive ou très peu invasive qui permet de voir le cerveau dans son fonctionnement. Mais j'insiste que ce fonctionnement est extérieur. On continue à observer la matière cognitive, on continue à observer, on va dire, l'extérieur du cerveau. Mais on est absolument incapable aujourd'hui d'en percevoir ce que j'appellerais la partie interne, c'est-à-dire les états mentaux, c'est-à-dire les états psychiques, qui sont censés être invisibles, intrinsèques, enfermés quelque part à l'intérieur de ces réseaux de connexion neuronale. Alors les sciences cognitives, elles pensent tout expliquer avec cette imagerie. Elles se disent, bah non, de toute façon, on n'a pas besoin de savoir ou de percevoir ces états mentaux. On comprend bien que telle fonction cérébrale est associée à telle aire du cerveau, qu'on voit clairement s'allumer, s'activer, entre guillemets, avec justement ces outils IRM fonctionnel, IRM de diffusion. Mais au final, on ne voit jamais la subjectivité qui est sous-jacente à ces manifestations.